Moumouni Belem, jeune mécanicien, doit sa réussite à son épouse, celle-là même qui l'a dissuadé d'emprunter le chemin de la Libye il y a quelques années. En 2013, ils étaient 3 amis qui voulaient partir en aventure. Franchement, c'est moi qui l'ai retenu, je l'ai maintenu parce que j'étais en fin de formation. Je devais travailler pour m'occuper des enfants. C'est suite à cela qu'il n'a pas pu partir, mais les 2 autres sont partis en tout cas. Lui, il est resté. Aujourd'hui, son époux ne regrette pas. Il a fondé une famille et le voici à bord de sa voiture. Il travaille dans un garage. Il y a beaucoup d'hommes qui partaient. Moi, je pensais que c'est là-bas seulement on pouvait tout avoir, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai tout de suite compris qu'ici, on peut avoir aussi à manger, on peut bien se débrouiller ici. Batois Élisée n'a pas hésité à se former. Aujourd'hui, elle travaille également et n'a pas envie d'aller à l'aventure. Je peux dire que la formation technique a un avenir meilleur. Parce que moi-même, j'ai suivi une formation et aujourd'hui, je suis là, je suis en fonction et ça va un peu mieux chez moi. Plusieurs jeunes ont opté pour la formation professionnelle. À San Pedro, les formateurs se disent heureux de contribuer à l'insertion de ces jeunes qui auraient pu prendre la route de l'aventure. À défaut d'être employés par des structures, il y a également l'auto-insertion que nous essayons d'inculper à nos élèves. L'auto-insertion, c'est-à-dire se mettre ensemble et monter des projets qui peuvent être financés par des structures. À San Pedro, l'État fait de la formation des jeunes une priorité. Un lycée et un centre de formation professionnelle y existent déjà. Pour faire la promotion de la formation des jeunes, pour leur permettre de connaître ce qui se fait dans les établissements, il est organisé à San Pedro, au centre de formation professionnelle, les journées promotionnelles. C'est une opportunité qui est donnée à tous nos jeunes, scolarisés comme déscolarisés, de venir s'informer et de choisir les différents types de formations. Ces élèves en formation savent qu'ils ont choisi le bon chemin. Je ne suis pas en Libye parce que j'ai décidé de suivre une formation professionnelle pour avoir un diplôme qualifiant, pour pouvoir m'insérer dans la vie sociale. En tout cas, à San Pedro, les jeunes ont compris que l'Eldorado, c'est chez soi et que la soif de l'aventure peut conduire à une mort certaine. En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation, les violences faites aux femmes et aux filles continuent. Mariage précoce et forcé, viol. Pour mettre fin à ces pratiques humiliantes pour la femme, chaque année, pendant 16 jours, la communauté internationale et nationale se mobilise contre ces fléaux. À Boaké, la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme, a attiré l'attention individuelle et collective sur la question. Dans nos statistiques, la région du Béké vient en tête en matière de violence à l'égard des femmes. Et donc, il était bon que nous venions ici pour sensibiliser d'abord les femmes, pour leur dire que la Commission nationale des droits de l'homme est à leur côté. Quand elles sont victimes de violences, elles peuvent s'adresser à nous. Il s'agit pendant ces 16 jours de sensibiliser sur la nécessité de mettre fin à l'impunité, de prévenir et de protéger les femmes et les filles contre tous ces abus. Constante Yahi, militante de la promotion des droits de la femme, a demandé l'implication de tous pour la fin de ces pratiques qui n'honorent pas la femme. C'est ensemble que nous pouvons bouter dehors les violences faites aux femmes, les hommes, les femmes, la famille, la société. Tant que la lutte contre la violence à l'égard des femmes sera l'affaire des associations de femmes, nous n'y arriverons pas. Il faut que les politiques, les familles, tous ensemble, que nous y mettions. Mettons fin au mariage des filles pour un avenir meilleur. Par ce thème, la Côte d'Ivoire se met en phase avec l'ONU Femmes. Ne laissez personne pour compte. C'est le thème international de la 27e édition de ces 16 jours d'activisme. Alors que la nuit tombe à Gourabo, l'équipe d'électriciens continue de travailler pour rétablir le courant dans le quartier. Les habitants attendaient ça depuis 78 jours. Je veux mettre l'eau au congélateur, remplir le réfrigérateur, lancer une lessive, mais demain, parce qu'il est trop tard pour étendre le linge et le laver, je vais être très heureuse. Depuis le passage de l'ouragan il y a 2 mois et demi, Maria a dû être créative. Des lumières à piles pour éclairer sa maison, une bassine et une ventouse pour faire ses lessives. Un tiers des portoricains n'a toujours pas de courant.
Et pourtant, plus de 3000 électriciens travaillent nuit et jour pour restaurer le réseau électrique sur l'île. À Ponce, dans le sud, cette équipe se retrouve dès le petit matin avant de se mettre au travail. Nous essayons, nous allons y arriver, pas aussi vite que les gens et le gouvernement le souhaiteraient, mais on va y arriver. Il y a plus de dégâts qu'on le pense, cela demande seulement de la patience. De la patience, mais on va y arriver. Leur tâche aujourd'hui, remplacer un poteau électrique qui relie le sud de l'île au centre et fournit du courant à plus de 50 000 personnes. Un travail d'une journée, malgré la chaleur et l'humidité, dans cette partie isolée de la forêt tropicale. Et pourtant, des dizaines de milliers de poteaux doivent encore être remplacés. On estime qu'il y a plus de 36 tours qui sont tombées, mais elles ne sont pas seulement tombées et ça les a déformées et cassées. Cela montre que ce qui s'est passé à Porto Rico était sans précédent pour notre génération. Cela a causé tellement de dégâts à nos infrastructures. Et je pense qu'aucun système électrique au monde n'aurait pu résister à quelque chose comme ça. L'autorité en charge de l'électricité à Porto Rico fait face à une possible banqueroute et des accusations de corruption. Mais sur le terrain, les travailleurs ont un problème plus pressant, des pénuries de matériel et d'équipements pour terminer le travail. La situation entre le Japon, l'Angleterre et les États-Unis était tendue depuis 1922 lorsque le traité naval de Washington avait été signé pour limiter le tonnage des navires de guerre de chaque nation dans un ratio de 6-10-10. Le Japon essaya d'augmenter son ratio à 7 en 1930, mais obtint gain de cause seulement pour certains types de navires. De plus en plus frustré et pressé par les militaires, le Japon dénonce le traité en décembre 1934. Depuis l'attaque japonaise sur la Chine, les États-Unis aidaient celle-ci en lui vendant des équipements militaires bon marché. Il dénonce le traité commercial nippo-américain afin de pouvoir décréter un embargo sur les exportations au Japon si nécessaire. L'occasion se présente en juin 1941 avec l'occupation de l'Indochine par le Japon, ce qui conduit Roosevelt à couper l'approvisionnement en hydrocarbures du pays. De cette manière, le Japon ne sera plus capable de soutenir son armée et son économie devra céder aux pressions américaines de se retirer complètement de Chine et d'Indochine. Mais le gouvernement japonais est résolu à résister. Il essaie de trouver une solution diplomatique à travers un retrait partiel de Chine, mais les États-Unis sont intransigeants. Quand il devient évident qu'aucun accord ne pourra être trouvé, les Japonais planifient des attaques sur les colonies anglaises et hollandaises gorgées de pétrole d'Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, sur les Philippines américaines, tout en préparant une attaque préventive sur la principale base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor. Yesterday, December 7th, 1941. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera le jour de l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement attaqués. Peu importe le temps que cela peut nous prendre pour repousser cette invasion préméditée, le peuple américain, dans son droit avec sa force, ira jusqu'à la victoire absolue. To overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Les Japonais savaient fort bien qu'ils ne pouvaient soutenir un effort de guerre prolongé contre la puissante industrie américaine. Mais ils ne pensaient pas qu'ils seraient si déterminés à se lancer dans une guerre et à mobiliser des dizaines de milliers de soldats et les envoyer si loin. C'est pourquoi, le 8 décembre 1941, ils lancent leur attaque sur Hawaï, entraînant les États-Unis dans la guerre, ce qui conduira à la chute de l'Empire japonais.